Bienvenue à un autre épisode de Tout simplement, le podcast où on parle de la vie après un cancer du sein. Mon nom est Geneviève et habituellement, je suis accompagnée de ma co-animatrice Julie. Ne vous en faites pas, Julie n'est pas présente avec moi aujourd'hui. Julie a eu jeudi dernier sa 5e chirurgie mammaire, en fait, qui est quand même sensiblement une chirurgie importante. Donc, elle est en convalescence. Donc, ne vous inquiétez pas, Julie va revenir à mes côtés. Mais à tout le moins, je serai seule aujourd'hui pour cet épisode, mais il ne sera pas moins intéressant. Vous pouvez aussi remarquer, parce qu'à chaque podcast, vous êtes nombreuses à un peu me donner quand il y a des changements dans l'environnement. Et oui, n'ajustez pas votre appareil si vous regardez le podcast via YouTube. On est dans des nouveaux studios. Nous sommes très fiers dès aujourd'hui. Les futurs, aujourd'hui, tous nos futurs enregistrements vont se passer dans les studios SF à Montréal. Nous sommes très fiers de collaborer avec eux. Ils ont de nombreux, en fait, ils ont 3 salles, en fait, pour enregistrer des podcasts, des salles différentes. Donc, pour nous, c'était une belle chose de collaborer avec eux pour tout ce qui s'en vient dans nos futurs podcasts. Donc, aujourd'hui, je dois faire un trigger warning parce que le sujet d'aujourd'hui, bien qu'il est intéressant, aujourd'hui, on va parler, en fait, je reçois Denise Lefebvre, qui est une Tanadoula. Une Tanadoula, c'est une personne qui accompagne les gens vers la mort, le cheminement vers la mort. Donc, pour ceux que le sujet est sensible, écoutez, laissez le podcast, l'écoute peut-être du podcast temporairement de côté et vous pourrez l'écouter un petit peu plus tard. Mais à tout le moins, c'est vraiment très intéressant. Et Denise est une femme avec une grandeur d'âme et on va en apprendre plus dans quelques minutes sur le métier de Tanadoula. Le podcast est présenté par Simplement Moi et oui, ma boutique post-mastectomie, oui, qui est située à Fabreville-Laval. C'est une boutique privée, en fait, que j'accueille chaque cliente indépendamment parce que leur parcours est tout différent. Donc, je les accueille à ma boutique pour tout ce qui est produit post-mastectomie. Oui, mon Dieu, j'ai de la misère aujourd'hui. Avec les soutiens-gorge adaptés, les maillots de bain adaptés, les prothèses mammaires externes. On a aussi les soutiens-gorge de compression. Enfin, bref, tous les produits nécessaires suite à une chirurgie mammaire suite au cancer du sein. Simplement Moi, c'est aussi un service à domicile que j'offre pour les femmes qui soit n'ont pas de voiture, soit que suite à la chimiothérapie, peut-être, ils ont de la difficulté à se déplacer. J'offre le service à domicile, donc pour vous référer en fait, pour savoir, oui, les régions que je dessers, vous pouvez vous référer à mon site web au www.simplementmoi.com. Et Simplement Moi, c'est aussi une boutique en ligne. Donc, pour celles qui aimeraient aller voir via notre site web, oui, ce qu'on offre, en fait, comme produit dans la boutique en ligne, vous pouvez vous y référer. Et aujourd'hui, on offre un 15% de rabais en mettant le code promo SEIN15, SEIN 15. Donc, si vous voulez vous prévaloir de produits adaptés post-mastectomie sur notre site web, rentrez le code et vous aurez un beau 15% de rabais. Alors, voilà. Donc, c'est le moment de partir le podcast. Bon podcast! Bonjour Denise! Bonjour Geneviève. Donc, je disais d'emblée en intro aujourd'hui qu'on t'accueillait, en fait, Denise Lefebvre, Tanadoula de profession. Je vais te dire, honnêtement,
Je suis super contente de t'accueillir parce que c'est un sujet, on va se le dire, tabou. Comme j'expliquais en intro, c'est un sujet où ce qu'on va aborder sur le cheminement vers la mort. Hein? Et d'emblée, c'est pas un sujet que les gens aiment parler. Par contre, s'il y a une certitude dans la vie, on s'en est parlé lors d'un entretien, c'est une certitude qu'on a, on va tous décéder, malheureusement. Et moi, depuis 10 ans, lors de mes rendez-vous, s'il y a une chose que j'ai remarqué, c'est que aussitôt qu'il y a un diagnostic, exemple, moi, si je suis au niveau du cancer du sein, aussitôt qu'il y a un diagnostic de maladie, la première chose que mes clientes me disent, c'est ils vont refaire leur testament. C'est indéniable, on pense à ce niveau-là. Peut-être pas au cheminement vers nécessairement tout dépendant où ce qu'on est rendu. J'en ai certaines qui vont être en stade 4 au niveau d'un cancer métastatique, c'est une autre chose. Mais indéniablement, on pense à un testament, on pense à ce sujet-là. Donc, c'est pour ça que je voulais t'accueillir aujourd'hui, puis je trouve ça super intéressant. Merci d'être sur notre podcast, puis de pouvoir nous éclairer un peu sur ton métier, ta profession, parce que c'est très peu connu. Je vais t'avouer, moi, ça fait peut-être 1 an et demi qu'on me parlait, qu'on me mentionnait, c'était quoi une Tanadoula, puis c'est une de mes clientes qui m'avait mentionné vouloir peut-être faire la formation, et après ça, j'ai été googler et savoir un peu c'était quoi. Donc, si on part, Denise, parce que je veux vraiment que ça soit toi qui donne un peu les réponses, en fait, une Tanadoula, c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais dans... On sait qu'on s'en va vers le cheminement, vers, un décès, vers la mort, mais c'est plus que ça, là. Fait que, qu'est-ce qu'une Tanadoula? Ça dépend des formations. Mais en règle générale, une Tanadoula, ou un Tanadoula, c'est une personne qui va accompagner quelqu'un qui se prépare à mourir ou qui est mourant, okay. Qui va les accompagner dans toutes les étapes jusqu'à la mort. Et aussi qui peut accompagner ou au moins appuyer les êtres chers qui sont avec cette personne. Donc, en général, c'est ça. Mais ça dépend de la formation, ce que tu peux offrir. OK. Donc, c'est un accompagnement pour la personne qui a la maladie ou qui va vers la mort, on va dire, mais c'est aussi d'accompagner les gens alentour, le conjoint, les enfants. En fait, c'est que ton support ne s'arrête pas juste à la personne en tant que telle, c'est que ça va être aux gens alentour aussi. Exactement. Okay. Puis je pense un des rôles les plus importants, justement, comme tu dis, personne n'en parle. Donc, un de mes rôles préférés, parce que je pourrais en parler pendant des heures et des heures, c'est de partir un dialogue, de partir une conversation avec le monde, que ça soit pas tabou, qu'on puisse en parler, parce qu'on se trouve dans la situation, là, on est dedans, puis on peut plus l'éviter. Donc, c'est un bon rôle pour moi, c'est un peu de guider les gens dans les conversations. Oui, parce que, comme on disait tantôt, de parler de la mort, c'est pas un sujet qu'on aime parler. Hein? C'est un sujet souvent qu'on va éviter. Hein? On n'est pas à l'aise. Puis moi, la première, c'est pas un sujet... c'est pas mon sujet préféré, en fait. Mais c'est nécessaire parce qu'il y a tellement... Ça peut être toute la différence de se faire accompagner dans la bienveillance et que la finalité, si on peut dire ça comme ça, que la personne se sente bien de partir versus quelqu'un qui a peut-être eu moins de préparation puis que les gens l'entourent, c'est un stress, ça peut occasionner autre chose. Tantôt, tu parlais de formation. Mm-hmm. Denise, toi, la formation, quelle formation tu as eue? Parce que moi, j'ai été très surprise. Vous n'êtes pas beaucoup au Québec à faire ça. Non, on n'est pas beaucoup, point. Mais très peu au Québec. Vous savez que vous étiez à peu près 4 en enfer. Je pense que oui. 4 Tanadoula. 4 pour le Québec, vous n'êtes pas beaucoup. Donc, est-ce que c'est dû à la formation ou... Écoute, moi, quand j'ai fait mes recherches, c'était peut-être mi-2019. J'ai pas réussi à trouver quelque chose ici au Québec. En ce moment, il existe on me dit qu'il existe quelque chose. Oui, c'est ça, on en parlera après. Mais à l'époque, il n'y avait rien, donc j'ai choisi un institut de santé alternative à Toronto.
Donc, OK. Oui, j'ai fait ma Fait que formation t'as fait le voyage à à Toronto pour faire la formation. Voilà, oui. OK. Oui, je me suis sacrifiée. Mais c'est un beau sacrifice. Oui. Donc, tu es allée à Toronto pour faire... Oui. Puis c'est une formation de combien de temps, en fait? Pour moi, c'était une formation de 6 mois. OK. Donc, pendant 6 mois, c'était un week-end par mois, mais intensif. OK. Puis, on a touché sur plusieurs sujets. Donc, c'est vraiment de tout. On touche la spiritualité, on touche la méditation, on touche toutes ces choses-là. Je sais que les formations ici sont un peu différentes. Il y a d'autres formations aussi qui sont limitées à 35 heures. Donc, c'est vraiment ce qu'on appelle en anglais bricks and mortar. C'est vraiment la technique, De l'accompagnement. de l'accompagnement. OK. Oui, mais de la formation que j'ai suivie, ça me donne un petit volet de plus, OK. dans le sens que je peux aider les gens à gérer le stress avec la méditation, ou OK. justement... Par des méthodes alternatives, en fait. Exactement, OK. oui. Fait que c'est plus contemplatif comme méthode. C'est ma méthode à moi, donc... Ah, puis c'est correct, en fait. Puis j'imagine que tu es confronté à de multiples clientèles. Fait que, tu sais, on parle de méditation, mais pour certains, la méditation peut être une méthode, puis pour un autre, tu dois t'adapter, j'imagine, à la clientèle que tu as. Donc, Oui. c'est bien de varier un peu ces horizons, en fait, en matière d'accompagnement. Moi, on parlait de formation, puis j'ai refait parce que c'est très particulier ce que tu fais. Donc, j'ai été refaire d'autres recherches, puis on me disait qu'il y avait, en fait, j'ai vu qu'il y avait une école ici ou une académie qui offrait cette formation-là pour former un ou une Tanadoula. Et il disait que c'était quand même 800 heures de formation. C'est beaucoup, 800 heures. C'est beaucoup. C'est donc, mais qui touchait à plusieurs volets. Donc, c'est ça. Puis c'est nouveau parce que finalement, comme je dis, moi, je ne connaissais pas c'était quoi une Tanadoula. Mais en fait, le mot doula vient à la base de l'accompagnement pour les femmes enceintes, Oui. si je ne me trompe pas. Fait que ça vient, c'est ça, pour les femmes enceintes. Puis là, ils ont rajouté Tana qui fait référence à la thanatologie. Thanatologie, c'est ça? C'est ça. Oui. Puis toi, en fait, on t'a fait visiter aussi, c'est surprenant quand on s'est parlé, on t'a fait visiter vraiment Oui. des centres justement, avec des thanatologues, puis ce côté plus... la finalité, le après, si on veut. Là, donc, mais j'imagine que cette formation-là t'aide, toi. C'est une certification, hein? C'est ça que tu me disais? Non, il n'y a pas de OK, certification. OK. C'est pas régi, c'est pas contrôlé, donc il n'existe pas de certification. Et je dirais à ton public, faites bien attention si quelqu'un se dit certifié. OK. C'est pas, ça n'existe pas pour l'instant. OK. C'est une attestation? C'est même pas. On reçoit un certificat d'études, une preuve d'études, OK. mais c'est pas reconnu. Il n'y a rien de reconnu dans le métier. Par le gouvernement Exact. ou par les ministères. Voilà. OK, ce n'est pas un métier qu'on trouve dans un petit Non. livre que quelqu'un voudrait faire ça puis qui pourrait trouver de l'information. C'est ça. Là. Il y a des associations canadiennes et internationales. On peut être membre de ces associations, puis on travaille fort pour être reconnu, mais pour l'instant, il n'y a pas d'accréditation, il n'y a pas de certification. Puis, est-ce que tu crois que c'est en voie de? Est-ce qu'il y a pas des pressions, mais tu sais, vous n'êtes pas beaucoup en même temps, fait que, est-ce que vous pensez qu'éventuellement, ça va être un métier reconnu? J'espère que oui. J'espère que oui, parce que tout comme tous les autres métiers dans le domaine de la santé, il peut y avoir des abus, il peut y avoir des gens qui sont vraiment pas doués pour ça, puis ils peuvent faire plus de mal que de bien. Mm-hmm. Donc, pour moi, j'aimerais voir que ça soit contrôlé, que les gens doivent respecter certaines normes et tout. C'est ce que j'aimerais voir. Je le souhaite. Puis, on est quand même assez nombreux. Dans ma cohorte, il y a 3 ans, on était 41, je pense. OK. Donc, de partout, en fait. Pas juste du Québec. Non. OK, c'est ça. Non, c'est ça. Que vous étiez d'un peu partout. Puis, dis-moi, pour être une Tanadoula, en fait, puis là, tu me corrigeras, souvent, en tout cas, ce que je crois, c'est que c'est pas... Tu te réveilles pas une journée de dire, moi, je veux devenir une Tanadoula. Est-ce que c'est suite souvent
à une expérience où ce que tu as accompagné toi-même en tant qu'aidant naturel, peut-être quelqu'un qui t'a fait un peu réveiller ce sentiment-là de vouloir faire ça comme métier. Est-ce que le cheminement, je vais essayer de le dire d'une façon que tout le monde me comprenne, mais quand on veut devenir une Tanadoula, est-ce que c'est pas un passage obligé, mais est-ce que le fait d'avoir accompagné quelqu'un dans un cheminement vers la mort peut être un élément déclencheur pour vouloir être une Tanadoula? Je dirais, je parle de ma cohorte, évidemment, je ne peux pas parler pour tout le monde, mais je dirais c'est un des aspects très communs qu'on a tous partagés. Il y a très peu de nous dans le monde, dans le grand public, qui ne sont pas touchés par la mort à quelque part. Mm-hmm. Mais dans ma cohorte, oui, on avait tous perdu des gens. Un être cher. Oui. Mais je dirais que plutôt, pour moi, c'est que j'ai pris connaissance du métier et j'ai eu mon moment déclencheur, mais c'est par la suite que les gens qui sont morts, dans mes proches, c'est par la suite qu'ils sont embarqués dans le processus. Mais pour moi, c'est comme, wow, ça existe. Ça a été comme une illumination pour toi de dire que c'était... que tu pouvais faire ça pour aider les gens. Exact. Mais c'était au moment où j'ai pris connaissance du métier, j'étais pas vraiment... Je pensais pas aux gens qui sont décédés. J'y pensais pas, c'était juste... Oui. C'est moi. Puis ça te représentait. Oui. Tantôt, tu parlais que, bon, il y a des gens qui pourraient faire plus de mal que de bien. Selon toi, quels sont les critères qu'une ou qu'un bon Tanadoula doit impérativement avoir? C'est sûr qu'on va dire de l'écoute, on va dire de la bienveillance. Oui. Tu sais, ça, c'est d'emblée. Mais autre que ça, parce qu'on peut avoir une très bonne écoute, mais pas nécessairement avoir les skills, les aptitudes, en fait, pour être une bonne personne ressource. Selon toi, qu'est-ce que quelqu'un qui voudrait devenir, mettons, un ou une Tanadoula, qu'est-ce qu'elle doit avoir à titre personnel pour pouvoir le faire? Ouf, il y a tellement de choses. Je dirais en premier, compassion, parce qu'il faut toujours être capable d'avoir le cœur grand ouvert. C'est quelque chose... si quelqu'un nous demande de les accompagner, ben pour moi, c'est beaucoup. C'est une vulnérabilité, puis demande de l'aide. Donc, la compassion au départ, empathie, créativité. Je trouve que c'est très important, parce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour un peu prendre le contrôle de notre mort. Puis ça dépend de qui est le client. Puis c'est vraiment curiosité aussi, ça prend ça, parce qu'il faut apprendre à connaître le client pour pouvoir vraiment les accompagner dans la façon qui leur conviendrait mieux. Puis oui, parce que tout le monde est différent, en fait, dans leur personnalité, mais dans leur vécu, dans leur expérience de vie aussi. Là. Exact. Puis, tu sais, comment les gens veulent mourir? Veulent-ils mourir seuls et tout ça? Donc, ça prend la curiosité de pouvoir chercher, questionner, mais aussi la créativité pour peut-être leur proposer des choses. Le plus qu'on les connaît, là, on peut proposer des projets de legs et des choses comme ça. Donc, c'est des qualités très, très, très importantes. Puis, je pense qu'ils sont tous unis. Donc, ça prend un ensemble. Un ensemble d'aptitudes, en fait. Il ne faut pas juste nécessairement de l'écoute ou juste de la bienveillance. En fait, il faut vraiment ouvrir ses horizons. Puis j'imagine qu'il faut qu'on soit quand même à l'aise de parler du sujet. Tu sais, à la base, si on est bloqué à ça, je pense qu'on ne peut pas être nécessairement aidant, en fait. C'est un sujet qui nous perturbe d'emblée. Mais tantôt, on parle là, de toi, mais toi, ton parcours à toi, tantôt, on parlait de ta fibre, là, que tu as fait un « wow », mais quel est ton parcours à toi, Denise? Fou! OK, on peut partir juste... parce que, en fait, ce que je veux savoir, c'est que, bon, tantôt, on parlait que souvent, c'est suite au décès de quelqu'un, suite à l'accompagnement de quelqu'un. Toi, tu as accompagné quelqu'un avant même de...
Ça serait un peu gênant de dire, mais j'ai quelques amis qui m'appellent l'ange de la mort, the angel of death. Ah oui? C'est pas... Mais si c'est positivement pour eux autres, mais c'est absolument, c'est pas dit positivement. C'est que j'ai été présente et j'ai été une présence réconfortante pour plusieurs personnes. Donc, la famille de mes ex, j'étais là. La grand-mère de ma meilleure amie est décédée dans mes bras. C'est vraiment... j'ai un long vécu avec la mort. Et puis, plus impliquée, ma mère est décédée en 2013, ma sœur en 2016. Oh mon Dieu! Et j'étais là, je les ai accompagnés jour et soir et nuit. J'étais là 24 heures sur 24. Et puis, pour moi, ce que j'ai remarqué, les deux ont eu les mêmes questions, les mêmes peurs, les mêmes craintes. Et je me suis rendu compte qu'il y a des lacunes dans le système de la santé. C'est vraiment... Comme lesquelles? Mettons, celles que tu pourrais mettre, mettons, des lacunes qui pourraient comme engendrer le fait que, au niveau des questionnements, mettons... Les infirmières font un superbe travail. Je critique aucunement. Mais je dirais l'aspect plus personnel. On s'occupe très bien du physique et de la santé. On va donner les médicaments, on va s'assurer que la personne elle souffre pas, des choses comme ça. Mais ils ont des questions comme les questions que ma soeur et ma mère m'ont posées, c'est à chaque nouveau symptôme ou nouveau bobo, c'est-tu là? Ça commence-tu? C'est-tu? La dégradation. Voilà. C'est un peu Est-ce que ma mort commence active maintenant? Ben, ils posent pas ces questions-là au personnel de santé, mais ils vont le poser à la doula. Puis c'est ça un peu, pour moi, que j'apporte dans mon travail. C'est ces questions-là qui n'ont pas été répondues, les peurs que je voyais. Je veux pas que d'autres mondes aient à vivre ça. Je vais essayer de faire en sorte que la personne en parte paisiblement. Exact. Puis en fait, au niveau préparation, ça permet de préparer l'entourage aussi, j'imagine. Parce que si elle a ce questionnement-là, puis qu'elle en parle à sa famille, qui peut-être eux autres n'ont pas de réponse non plus. Donc, ça permet, j'imagine, de pouvoir prendre peut-être la famille, les personnes proches, et de les préparer à ce que la mort, c'est pas nécessairement une finalité en tant que telle, tu sais, dans le sens que on peut, à mon sens, à moi, une personne peut continuer de vivre dans notre cœur après, puis c'est cette façon-là peut-être qu'on veut léguer suite à notre départ, la façon qu'on veut que les gens se souviennent de nous, que ce qu'on lègue, puis on parle pas de monétaire ici, là, on parle de ce qu'on lègue en tant qu'individu, en tant qu'humain, donc... je pense que ça doit, j'imagine, dans ton travail, être aussi un aspect que tu dois emmener au niveau non seulement de la personne que tu suis, mais de l'entourage, là. Absolument, oui. Puis, est-ce que dans tes années où tu as eu des familles à suivre, est-ce qu'il y en a une que tu as suivi, une personne, mais qui t'a plus touché qu'un autre? Est-ce qu'il y en a une que tu t'es dit... Oh, celle-là, là, ça me rentrait dedans peut-être plus qu'un autre pour X raisons, parce que le cheminement, en fait, en tant que tel, c'est un cheminement qui se suit comme un peu toutes les autres, mais celle-là particulier, ça m'a affectée. Je dirais que ça m'affecte toujours. OK. C'est pas quelque chose qu'on peut... On ne devient pas insensible. Non, vraiment pas. Mais j'ai eu une cliente qui était tellement charmante. Au moment où je l'ai connue, elle n'était pas activement mourante, mais c'était de l'accompagnement parce que on savait que son état allait se dégrader probablement rapidement. Et puis, au début, tout ce qu'on faisait, c'était de jaser. Juste la réconforter après un accident, le centre de réadaptation et toutes ces choses-là, tous les ajustements qu'elle a dû faire. Et puis elle a gardé son sourire et son rire. Et
on a jasé pendant des heures, on a partagé plein de choses. J'ai appris sur sa jeunesse et tout ça. Vraiment, là, c'est... puis, au moment où elle était vraiment à la fin, COVID est arrivé et j'ai pas pu être avec elle. C'était au tout début, alors Au niveau des restrictions des gens à l'entour qu'il faut aller voir. Oui. Celle-là m'a touchée parce que j'aurais apprécié être à ses côtes. Mais est-ce que tu as senti que ton travail, tu n'avais pas pu l'accomplir à 100% dû à justement au COVID, on va en parler tantôt, mais est-ce que dû à ça, tu t'es senti comme un travail inachevé, un peu, même si tu avais eu le temps de jaser beaucoup avec, c'est que tu n'as pas pu te rendre jusqu'à son dernier souffle avec elle? Non. Puis je pense aussi que c'est une des raisons pourquoi je trouve que son cas, c'est le plus marquant pour moi, parce que je regrette que j'ai pas été là avec elle, parce que je lui avais promis que je serais là. Oui. C'était contre ta volonté, en fait, c'est pas ce que tu voulais pas, c'est vraiment... Non. Est-ce qu'elle était dans un CHSLD ou c'est-tu... Non, enfin, elle était dans une maison bigénérationnelle. OK. Et puis, suite à une chute, elle s'est retrouvée à l'hôpital. De l'hôpital à... Il limitait les visites. Exact, voilà. OK. Mais non, elle a passé de l'hôpital au CHSLD. OK. Et puis ensuite, une résidence de soins évolutifs. OK. Puis c'est là qu'elle a attrapé la COVID, je pense. OK. C'est à partir de là que tu n'as pas pu nécessairement aller la voir. Est-ce que tu as pu faire un suivi avec ses proches? Est-ce que tu as pu, au moins, peut-être, j'imagine, ça doit alléger un peu ce manque-là, le fait de peut-être avoir pu continuer avec la famille après, j'imagine? Oui. La famille, je trouve, était vraiment bien préparée. Donc, le suivi, c'était mineur, mais on s'en parle encore aujourd'hui. Mais... Oui, parce que tu rentres dans l'intimité des gens. Oh, absolument. C'est vraiment une... Puis, à quel moment que les gens, mettons, vont contacter une Tanadoula? Est-ce que c'est quand ils savent qu'il leur reste un certain temps? Exemple, je te donne un exemple. Moi, j'ai certaines clientes qui ont malheureusement un diagnostic de stade 4, cancer métastatique, oui. Et en fait, ils ne savent pas. En fait, la date, ils ne la connaissent pas. Mais une certitude qu'elles ont, c'est qu'elles n'ont pas autant de temps, malheureusement, que quelqu'un d'autre, peut-être qui aurait un stade 2 ou quoi que ce soit, là. Donc, est-ce que c'est quand qu'on le sait qu'on s'en va vers ça qu'on contacte une Tanadoula, ou il y a des gens qui... À quel moment? C'est vraiment ça ma question, parce que c'est particulier, parce que est-ce qu'on d'emblée, les gens seraient portés de dire, je vais la contacter quand je sais, mettons que je vais rentrer aux soins palliatifs, mais c'est tellement pas ça, parce que ce que je veux qu'on parle après, c'est tout ce que tu peux faire, toi, en tant que Tanadoula. C'est échelonné sur plusieurs semaines, là, ce que tu peux faire comme accompagnement, là. Oh, ça peut même être sur plusieurs années. Idéalement, pour moi, ça serait que quelqu'un me contacte, même avant, quand ils sont en santé, qu'on puisse planifier comment ils veulent faire les choses, que je puisse les conseiller. Bon, il y a plein de choses qu'on peut préparer à l'avance. On peut avoir les directives médicales anticipées, enregistré avec le gouvernement. C'est une préoccupation de moins pour la famille, pour le client. C'est toutes des choses qu'on ne connaît pas, là. Moi, quand on s'est parlé la première fois, tu me parlais de jargon gouvernemental que je ne connais absolument pas. Puis tu me disais qu'il y a certains aspects que, exemple, puis ce qui me surprenait, en fait, c'est qu'ils ne sont pas obligés de payer pour certaines choses, que des fois... ils vont se faire pousser à acheter, mettons, certains cercueils ou... puis tu disais que non, tu peux... En fait, toi, tu vas diriger un peu, faire un peu le pour et le contre, hein? Tu vas pouvoir... Non, j'essaie de ne pas mettre mon opinion, mais juste donner les informations. Et les informations sont là, sont accessibles à tous. Le gouvernement
très bien énuméré tous les règlements et tout, mais c'est lourd. Là, c'est pas tout le monde qui veut passer une journée à lire les lois québécoises. Non, c'est du jargon, on s'entend. C'est beaucoup des termes qu'on ne connaît pas non plus. Fait que, en fait, toi, tu vas le simplifier. Exactement. Okay. Puis je peux aider les gens à connaître un peu ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable. Tu sais, comme les funérailles à la maison, ben c'est pas faisable, mais il y a des choses qu'on peut faire au salon funéraire. Donc, il y a des choses comme ça que c'est pas faisable. Non. Ah non? Comme dans l'ancien temps, où on voyait que tout le monde était dans la maison, puis parce que c'était comme ça dans un... Écoute, on recule de... Je peux pas dire combien d'années, mais souvent, moi, je regarde des films d'antan, puis écoute, la personne est exposée dans sa maison, là. C'était directement... chez elle, là, que ça se faisait, là. Mais ça l'a changé, en fait, j'imagine. C'est des lois qui ont fait en sorte que ça l'a changé? Bien, je pense que tranquillement, c'est après la Deuxième Guerre mondiale, avec la révolution industrielle et tout ça, je trouve que c'est à ce moment-là où les entreprises ont commencé à faire un peu « Mais pourquoi tu veux faire ça à la maison? » Puis par la suite, le gouvernement a commencé à mettre des lois là-dessus. Je pense que... Ce que je pense du gouvernement, j'en parlerai pas ici, mais tu sais, gouvernement et commerce, souvent, ça va main dans la main. Oui. Hein. Donc, la mort a été enlevée des gens. Ça a été enlevé de la communauté, puis ça a été donné au commerce. Maintenant, on ne peut plus le faire à la maison. C'est juste pas faisable. Parce qu'il y en a peut-être qui le feraient sans nécessairement... exposer un corps, là, je m'excuse, là, c'est drabe comme image, là, mais, tu sais, mettons, ou quelqu'un qui se fait incinérer puis de faire une cérémonie à la maison, il y en a peut-être qui préféraient ça du côté intimiste, côté d'être... mais ça se fait pas. Fait que, en fait, ils préfèrent que ça soit dans un salon, ce qu'il faut débourser beaucoup de sous. Hein. Moi, j'en entends beaucoup parler, je ne suis pas là-dedans présentement, mais bon, par la force des choses, par mon métier, j'entends parler beaucoup de choses, mais il paraît que c'est hyper dispendieux. Fait qu'il y en a beaucoup qui vont vers certaines avenues. Pour cette raison-là aussi, l'aspect financier est très largement discuté là, dans ce créneau-là. Là. Oui. Puis, j'ai mon avis quant à les frais associés avec les funérailles, l'enterrement et tout ça. Mais c'est dans mon métier, mes propres valeurs, ça n'a aucun rapport. J'essaie d'appuyer les gens dans leurs valeurs, ce qu'ils veulent. Puis c'est là que je peux les conseiller aussi. Là. On peut parler de toutes les options qui sont disponibles. Pas obligé de prendre un cercueil à 7 500 $. Il y a des places qu'on peut le louer. Je savais ça, là. Tu me l'as dit la dernière fois, puis je savais pas que ça se louait un cercueil. Fait que OK, maintenant, ça... en fait, c'est juste pour l'exposition, finalement. C'est ça. C'est jusqu'au moment d'incinération, le corps doit être dans un cercueil. C'est une loi, c'est écrit. C'est une loi? Oui. OK. Jusqu'à l'incinération ou l'enterrement. OK, mais tu peux être incinéré puis être dans une petite boîte, là, comme on dit. Là, absolument. Pas obligé que ça soit un cercueil nécessairement avant. Là. OK. Il n'y a aucune loi qui dit quelle sorte de boîte qu'on peut prendre pour l'enterrement, l'incinération. Donc, c'est puis comme on parlait, il y a plein d'autres, je vais dire, nouveautés qui est arrivée. Puis moi, que ça me parle, en fait, d'être incinéré, mais qu'il y ait un arbre, en fait, d'être dans un cimetière. Je sais, tu dois en entendre parler parce que ça a fait un peu, il y a quelques années, je pense qu'il y a un cimetière un peu plus vert, on va appeler ça comme ça, où ce que nos centres, ils plantent un arbre au-dessus. Puis, en fait, c'est un peu la continuité de la vie à travers l'arbre. Puis quand quelqu'un se recueille, c'est pas nécessairement sur une pierre tombale, mais bien sur un arbre. Là, je pourrais pas dire comment il y a l'épitaphe dessus ou quoi que ce soit, mais ça, moi, ça me parle beaucoup parce que je trouve que un arbre, c'est la vie qui continue. Donc, on dirait que la personne est comme à travers cet arbre-là, si on veut. Que ça, c'est une nouvelle forme aussi que les gens connaissent moins. On a entendu un petit peu parler je pense, à certaines émissions, là, il y a quelques années, parce que moi, ça m'avait interpellée. Mais j'imagine, on doit en parler un peu de cette avenue-là, en fait, qui fait plus... parce qu'on est dans un monde éco-responsable aujourd'hui. Exactement. Tout le côté... zéro déchet, on est de plus en plus axé là-dessus. Donc, je pense que c'est un avenue que les gens ont la possibilité peut-être de regarder, mais je pense qu'il y en a juste un là, au Québec qui fait ça, si je ne me trompe pas. Là. Fait que c'est un peu à l'extérieur, là, mais
Je pense que ça doit être une belle avenue peut-être à regarder aussi qui rend peut-être l'aspect de la mortalité peut-être moins fade. Peut-être. Est-ce que je peux dire ça comme ça? Moins, tu sais, qui, pour certaines personnes, qui va leur rendre peut-être plus une continuité de bonheur, si on peut dire comme ça, dans le sens où c'est la vie, en fait. Oui, puis ça donne aussi un endroit positif où les gens peuvent aller visiter leurs êtres chers. Avant, c'était, au cimetière, la pierre tombale et tout ça, mais ça arrive de moins en moins. Mais de pouvoir aller s'asseoir sous un arbre, prendre un sandwich ou une bière avec... Tu sais, je vais voir maman au cimetière. Oui, puis de voir, j'imagine, un arbre fleurir, un arbre avec des feuilles, puis de dire comme la vie continue à travers. Absolument. Fait qu'il doit y avoir une grosse signification. En fait, moi, puis moi, c'est vraiment personnel, mais ça me parle beaucoup dans le sens que je trouve que ça fait une belle continuité, mais encore là, tu sais, les choix de chacun, c'est vraiment très différent. Là, il y en a aujourd'hui qui vont garder l'urne à la maison, là, qui vont vouloir avoir la personne chère près, qui vont pas nécessairement vouloir la mettre dans un casier, comme je vais dire, un peu dans les centres funéraires où il y a un côté plus pour les gens qui sont incinérés. Donc, ça encore là, c'est des choix très personnels à chacun, mais j'imagine qu'une Tana-Doula doit un peu donner un peu l'éventail de ce qui est accessible pour eux. C'est bien ça? Absolument, oui. J'ai un livret, j'ai toutes les possibilités parce que j'ai pas la mémoire assez forte pour me souvenir de toutes les options. Parce qu'il y en a beaucoup. On pense qu'on a 2-3 options, mais on a plusieurs options. Puis j'imagine, reprends-moi, mais d'avoir une personne comme toi qui tranquillement fait partie d'une famille pour parler de cette avenue-là, je crois personnellement que le processus doit être plus acceptable, doit être plus le fait d'en parler ouvertement. Puis d'échanger, de faire participer, en fait, le conjoint, les enfants, pour un peu, on peut dire détabouiser. Peut-être que ça se dit pas comme verbe, mais est-ce que c'est, tu sais, enlever les tabous par rapport à ça, enlever le malaise de dire, regarde, oui, j'ai eu un diagnostic, oui, c'est un cancer qui, là, il y en a plusieurs cancers. Là, on s'entend là, aujourd'hui. Tu sais, moi, je suis plus proche des femmes qui ont le cancer du sein, mais on s'entend que le sujet d'aujourd'hui touche absolument tout le monde. Tout le monde. Puis, un cancer, en fait, c'est la maladie, peu importe lequel, c'est la maladie, la cause numéro 1 des décès là, aujourd'hui. Donc, peu importe la personne qui a eu un cancer ou qui va avoir un cancer, je pense que d'avoir ces discussions-là ouvertes avec quelqu'un qui amène ce côté douceur-là, ce côté bienveillant-là, d'amener le sujet avec un conjoint et des enfants, peut faire en sorte que la personne va se sentir va sentir moins stressée de partir, va sentir ça moins lourd parce que elle va pouvoir partir paisiblement. Mais d'un autre côté, c'est que je crois que la famille alentour va pouvoir aussi avoir un processus de deuil. Tu sais, le processus de deuil, tu sais, quelqu'un qui meurt d'un accident, tu n'as pas eu le temps de faire ton processus de deuil. Et souvent, il va avoir la colère, il va avoir vraiment des sentiments reliés à ça parce qu'on n'a pas pu dire à la personne tout ce qu'on aurait voulu y dire. Puis, tu sais, des fois, il y en a qui regrettent parce que, avant que la personne parte, ils se sont laissés sur une chicane ou peu importe. Puis ça, moi, ça m'est toujours resté de dire, mettons, je veux pas rester sur une chicane avec quelqu'un parce que je sais jamais ce qui peut arriver. Mais dans ton cas, le processus est enclenché. Puis, je crois que ça peut être c'est une belle façon pour toi d'amener plusieurs aspects. Puis, est-ce que tu touches aussi le côté financier? Sans nécessairement leur dire quoi faire, mais moi, je me rappelle puis ça, c'est un cas qui m'a beaucoup touchée dans mes 10 ans là, que je suis des femmes qui ont le cancer du sein. Il y a, je pense, je commençais. Ça devait faire 2 ans, puis je fais du domicile. Et j'avais été voir une cliente, puis j'avais été à la maison, 2 enfants, 2 garçons, 10, 12 ans. Et elle me dit qu'elle voulait avoir un soutien-gorge blanc parce qu'elle se mariait. Mais elle me disait que c'est parce qu'elle avait un pronostic d'à peu près 6 mois, 1 an.
Elle avait un cancer du sein, mais qui s'était transformé. Là, je ne pourrais pas dire qu'il s'était jeté où, mais bref, elle n'avait pas un bon pronostic. Puis, elle a toujours voulu se marier dans sa vie et son conjoint, il a décidé de faire vivre cette belle journée-là. Et ça m'avait beaucoup touchée, mais elle m'expliquait que là, elle était dans tous les changements de compte bancaire parce que quand une personne décède, tous les comptes gèlent, Oui. tu sais, puis là, c'est les transferts, puis elle m'expliquait des choses, puis j'étais même, oh boy, il y a des affaires à penser, là, tu sais, puis même au niveau de ses enfants, au niveau de, est-ce que toi, t'amènes ce côté-là, ces réflexions-là. En fait, pas nécessairement de dire, là, faites vos changements bancaires, mais est-ce que tu amènes cette réflexion-là de dire, pour éviter des problématiques après? Est-ce que tu amènes ce sujet-là? Parce que le côté financier, on s'entend que si pour un couple, c'est un des sujets qu'il faut pas nécessairement parler, j'imagine que ça doit être particulier, ce côté-là aussi. Mais Je pense que je parle pas directement de financièrement, mais ça fait partie des conseils que je peux offrir et même des références parce que, tu sais, j'ai des notaires que je peux référer, des choses comme ça. Mais c'est des conversations qui font partie de la préparation. C'est justement de parler des choses qu'on devrait préparer parce que la loi au Québec, ben, c'est un peu différent. Il y a des choses vraiment à considérer avant d'entamer un processus. Oui, puis le volet financier, ça peut rendre, si c'est pas préparé, tant qu'à moi, après, ça peut causer beaucoup de tracas à la personne qui reste. Oui. Ça peut, parce que là, il y a des frais reliés à tout. Fait que si tu n'as pas l'argent qui est débloqué, ça peut causer autre chose. Fait que, tu sais, en préparation de ça, j'imagine que ça peut alléger aussi les personnes qui restent là dans... Oui. Puis à travers ça, c'est qu'au niveau allègement, c'est que ça peut rendre... déjà que c'est lourd de porter la tristesse d'un décès. Fait que je pense que si on n'a pas besoin de rajouter ça par-dessus, je pense que ça peut déjà être une bonne chose. Fait que Oui. de là où que ton métier devient super important pour plein de trucs qu'on ne connaît pas. Qu'est-ce que tu es plus fier dans ton métier? T'as-tu des grandes fiertés de dire, regarde, j'ai accompagné une personne, on me dit, la famille est venue me revoir, ou y a-tu des moments où t'as-tu des grandes... T'es fière de faire ton métier, on le voit, t'aimes ça, c'est quelque chose que t'aimes. Mais est-ce que t'as des fiertés plus spécifiques reliées à ton travail, de dire, ben ça, je suis vraiment contente d'avoir pu accompagner tel type de personne pour X raisons? Particulier comme question, hein? Je m'excuse. Pour moi, c'est comme, c'est l'orgueil, c'est mal placé, ça va pas. Pour moi, ma fierté, c'est vraiment si je peux alléger la peur des gens, si je peux faire en sorte qu'ils se rendent à la fin plus à l'aise qu'ils l'auraient été, qu'ils se sentent pas seuls, qu'ils se sentent pas perdus. Des choses comme ça, pour moi, c'est ça qui me nourrit. C'est ça, c'est là ma fierté. Autrement, comment je peux dire? Ton métier est une fierté en soi. C'est ça, le métier est une fierté, puis j'aime le faire parce que pour moi, c'est presque un devoir, mais en anglais, on dirait « it's not about me ». J'y attache pas vraiment une fierté plus à une chose ou à une autre parce que c'est pas pour moi. Pour toi, c'est une mission, si je peux le résumer. Oui, à peu près. OK. À peu près. Puis, est-ce que tu crois, parce que, bon, dans les dernières années, on a beaucoup parlé de l'aide médicale à mourir. Oui. Est-ce que tu crois que depuis que c'est rendu legit, je vais dire ça comme ça, que le gouvernement on parle de loi depuis tantôt, a mis a rendu l'aide médicale à mourir disponible. Selon, on s'entend encore là, il y a certains... il y a des critères. Oui, c'est ça. Il y a certains critères. Ne veut pas... C'est pas n'importe qui peut demander l'aide médicale à mourir. Il y a certaines étapes. Mais est-ce que tu crois que l'aide médicale à mourir
va éventuellement aider à faire approuver ou accepter ton métier à toi? Je pense que c'est pas tellement l'aide médicale à mourir, mais le fait qu'on en parle de plus en plus. OK. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment l'aide médicale à mourir qui va aider ou le fait qu'on parle de l'aide médicale à mourir, c'est dans les journaux, il y a plein de reportages sur le sujet. Il y a eu des challenges à Cour supérieure. On change les lois constamment, on les ajuste. Donc, il y a quand même un mouvement. Donc, je pense que c'est plus le mouvement qui va faire avancer. Qui va emmener à faire connaître ce que toi, tu fais finalement. Qui éventuellement, peut-être, que dans quelques années, ça va être reconnu. En fait, ton métier avec une certaine certification officielle. Oui. Ah, j'ai bien pris. Donc, puis écoute, puis là, s'il y a déjà des écoles, mais en fait, moi, que j'ai vu là, dernièrement, là, qui donnaient la formation, bien, tant mieux. Ça veut dire que peut-être, j'aime pas dire le mot engouement, mais il y a peut-être plus de gens qui ont vécu des expériences personnelles qui font en sorte. Puis je crois, peut-être à tort, mais les 2 dernières années, avec le COVID, ça a été très particulier pour cet aspect-là, en fait. Il y a beaucoup de personnes qui se sont retrouvées des aidants naturels. Parce que, bon, faute de personnel, faute de plein de choses, là, finalement. J'en ai beaucoup alentour de moi qui ont accompagné des personnes, mais que ça soit peut-être pas physique, mais on était pas mal toutes sur des Zooms, puis sur des... tu sais, ça a été ça les 2 dernières années, là. Oui. Puis, qui ont accompagné quelqu'un qui n'était pas nécessairement... mettons, en vrai, là, tu sais, il était plus je vais te dire, en... Virtuel? En virtuel, oui, merci. Mais l'accompagnement était là pareil. J'imagine que toi, avec le COVID, ça a été un peu ça, j'imagine. Est-ce que l'accompagnement a continué juste en virtuel ou tu as pu continuer quand même à voir... J'ai continué à faire des rencontres. Évidemment, je n'avais pas accès aux hôpitaux, mais quand le client ou la famille était... à la maison. À ce moment-là, je pouvais visiter avec masque et tout. J'ai même été appelée à visiter à l'hôpital. Ça s'est bien passé. Pour moi, j'ai pas vraiment... j'ai pas travaillé autant pendant la COVID parce que je pense que les gens ne savaient pas qu'ils pouvaient avoir certains services. Mais j'ai quand même rencontré des familles. Puis j'ai fait juste des rencontres avec les familles et non avec la personne qui allait décéder aussi. Est-ce que tu es référé par des hôpitaux? Est-ce que les hôpitaux connaissent un peu ton métier puis te réfèrent? Parce qu'eux autres, en fait, ils pourraient... Tu sais, comme moi, je suis référée par de nombreux hôpitaux. En fait, ils donnent une liste de personnes, de personnes ressources, en fait. Voici si tu as besoin, mettons, de prothèses mammaires, sous-vêtements. Voici les personnes que tu peux contacter. Psychologue, sexologue, voici les... Puis moi, je suis en train d'en préparer une pour mes propres clientes. Est-ce que les hôpitaux donnent ça? Parce qu'en fait, non, pas du tout. Je pense pas, non. Je sais que je pense que c'est l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, il y a un médecin qui lui est vraiment à l'affût des soins de fin de vie et tout ça. Et il s'est associé, je crois, avec Albatros. Je ne sais pas si tu connais Albatros, oui. Mais c'est... Ben, en fait, récemment, j'étais en train de faire un livre, en fait, avec des histoires inspirantes pour des femmes. Puis justement, c'est drôle que tu me dises ça parce qu'elle est bénévole pour Albatros. OK. Elle est en stade 4 métastatique. Puis elle mentionnait dans sa lettre qu'elle faisait aussi... c'est drôle que tu mentionnes ça parce que je ne le connaissais pas. Puis encore là, tu vas googler, là. Fait que... Mais fait que c'est un centre plus qui va référer plus des Tanadoula, c'est ça? C'est même pas. C'est Albatros forme des bénévoles qui vont faire l'accompagnement de fin de vie. Donc, c'est des bénévoles. Ils ont 32 heures de formation. OK. Ils les forment eux-mêmes, en fait. OK. Oui. C'est un organisme québécois.
ça n'offre pas tous les services qu'une Tana-Doula peut offrir, mais c'est quand même déjà très bien. Puis je pense que ça part de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont ou quelque chose de genre. Mais pour les hôpitaux, puisqu'on n'est pas reconnu comme métier, non, il n'y a pas de référence qui sort de là. Même pas au niveau des maisons palliatives, aux soins palliatifs? Pour l'instant, je pense qu'il y a quand même la perception que ça peut être une compétition entre les deux. Ah oui. Plutôt qu'une collaboration. C'est juste des murmures que j'ai entendus. OK. Ça, je trouve ça tellement... tu sais, quand on veut aider les gens, moi, puis je le vois moi aussi là, dans mon métier, où on est considéré comme des compétitions et non des collaborations pour aider le même type de clientèle. Tu sais, notre mission première, c'est d'aider les gens. Oui. Fait qu'il ne devrait pas avoir une compétition entre nous, en fait. Puis tout part aussi de la connexion que tu as avec une Tana-Doula, parce que j'imagine, il faut vraiment que tu aies une connexion très, très personnelle, très profonde là, pour te livrer. On s'en va dans un sujet très intime. C'est comme moi, les clientes qui viennent me voir, je rentre dans leur intimité pure et simple. Donc, avant tout, il faut qu'il y ait une belle connexion, faut qu'on puisse avoir... se sentir bien avec la personne. Donc, tu sais, ça me surprend que les gens voient ça comme une compétition et non comme une collaboration. Le monde aurait tout avantage de voir comme une collaboration pour leur clientèle, pour leurs patients. Là. Oui, bien pour moi, ça devrait être une collaboration. Et ce, à partir du médecin traitant jusqu'à la maison des soins palliatifs, la résidence des soins palliatifs. Je pense que c'est tout ce qu'on peut offrir aux patients, c'est à son avantage. Oui, tout service. Puis on parle de patients, mais c'est à la famille aussi, parce que, mettons, on parle pour parler. Là, on est on a quelqu'un de notre entourage qu'on aime beaucoup, qui est en fin de vie. On se sent peut-être démunis nous autres mêmes, puis peut-être de savoir qu'il y aurait un aide extérieure qui pourrait nous aider avec cette personne-là, mais nous-mêmes aussi à travers ça. Peut-être que ça serait plus léger, ça serait plus... ça l'aiderait un peu à faire le pour, le contre. Ça nous aiderait souvent aussi à accepter mieux ce qui s'en vient. En fait, je pense que de savoir que ça... Puis je suis contente que tu sois sur le podcast aujourd'hui, Denise, parce que on va donner tes références puis ton site web, c'est sûr. Puis j'espère que dans le futur, les gens vont penser à tes services, parce que je trouve ça donc important, tu sais, de prendre soin de cette personne-là, mais des gens alentour aussi, psychologiquement. Puis tantôt, je parlais de livres, puis ça va être des histoires inspirantes qu'on va mettre dans un livre, mais ça va être des histoires aussi avec leur accompagnateur qu'ils ont accompagnés pendant la maladie, parce qu'on les oublie, ces personnes-là. Souvent, on oublie qu'ils vivent des sentiments. On oublie qu'eux vont refouler peut-être certains sentiments pour pas hypothéquer l'autre personne. Mais eux autres, ils ont besoin d'assistance. Ils ont besoin aussi. Donc, au même titre que dans ton métier, c'est que souvent, une personne qui va cheminer avec une personne qui va décéder, elle va avoir des sentiments, mais elle n'en parlera pas. Elle ne voudra pas en parler nécessairement parce qu'elle ne veut pas mettre un stress supplémentaire à la personne, tout ça. Mais je pense que toi, tu peux être la personne ressource puis de dire, toi, comment tu vas? Tu sais, à travers ça, là, c'est quelque chose de gros de perdre quelqu'un qu'on aime. Là. Comment toi, tu le vis? Les enfants, des jeunes enfants, moi, je te dis, la personne que je parlais tantôt, la cliente, ça me crevait le cœur de savoir que les enfants, ils venaient voir et ils me disaient, on s'en va à Disney parce que maman, l'année prochaine, elle sera peut-être plus là. Hey, je te dis, c'était pour moi, ça m'a je pense que dans mes 10 ans, ça a été la cliente qui m'a le plus touchée. Mais à travers ça, eux autres, ils étaient comme, est-ce que je peux dire sereins dans leurs décisions, puis ils prenaient leurs décisions ensemble, puis je pense qu'ils parlaient beaucoup, beaucoup avec leurs enfants de ce qui s'en venait. Ils préparaient, mais des fois, c'est les mots qui nous manquent. C'est des mots
il y a des mots qu'on essaye peut-être moins de dire ou de transformer ou de dire d'une autre façon pour que ça soit accepté différemment peut-être. Fait que j'imagine que toi, c'est de là viennent tes interventions là, au niveau... Au niveau de... Est-ce que tu en as beaucoup de clientes actuellement ou... En fait, ça va, ça vient, j'imagine. Exact. C'est jamais pareil. C'est tellement pas prévisible. Non, c'est ça. Non, on ne décide pas de dire nécessairement... Il y a certains cas qui sont prévisibles, mais certains d'autres, non. Qui sont moins prévisibles. Puis, si tu aurais un message, mettons, à passer, mettons, si tu aurais un message à dire aux gens qui... pas qui hésitent, parce qu'en fait, on connaît pas... Il y en a beaucoup qui ne connaissaient pas ce que tu faisais, mais qu'est-ce que tu pourrais... dire à quelqu'un, mettons, qu'il y aurait quelqu'un dans leur entourage qui a un diagnostic ou qu'on sait qu'on va cheminer avec cette personne-là puis qu'elle est sans ressources. Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller peut-être? Oui, peut-être de faire appel à tes services, mais au-delà de ça, le cheminement, la première chose à faire, peut-être, est-ce que c'est de commencer à lire un livre, d'aller chercher des informations? Est-ce qu'il y a un certain cheminement à faire? Encore là, ça dépend de la personne. Comment eux, ils vivent l'expérience, comment ils vivent leur vie. Parce que c'est vraiment... On veut pas changer la personne en fin de vie. On veut juste qu'ils puissent être eux-mêmes jusqu'à la fin, ou autant que possible. Donc, ça dépend vraiment de la personne. Il y a des ressources. Il s'agit juste de le trouver. Google, mon Dieu, c'est utile. Ah oui, on va tout googler aujourd'hui. Même moi, je le fais encore. Parce qu'il faut rester quand même à l'affût. Des nouvelles méthodes, des nouveaux services. Exact, les nouvelles lois, parce que ça change toujours. Maintenant, on est tellement en évolution en matière de comment qu'on approche la mort. Donc, tout change. On dirait à chaque année, il y a des nouvelles lois, il y a des nouveaux règlements. Donc, informez-vous, demandez au médecin des références. Okay. Si le médecin n'en a pas, certain qu'il y a quelqu'un dans son entourage qui va en avoir. Mais toi, on peut aller voir tout un site web. J'ai un site web. Je vais mettre le lien en référence. Tu as un site web, tu as ta page Facebook aussi. Oui. On est toutes Facebook aujourd'hui. Tu n'as pas d'Instagram. Hein? Instagram, c'est pas nécessairement... Mon Insta, c'est perso. Oui, c'est ça. Ouais. Parce que de toute façon, Instagram, pour toi, je pense pas que ça soit vraiment... C'est des photos, fait que c'est peut-être pas nécessaire tant le média pour toi, mais Facebook, je sais que tu as une page, dont moi je l'ai aimé. Et je vais mettre en référence, en fait, ton site web. Merci. Et est-ce que tu me permets de dire aux gens que s'ils ont des questions par rapport à ce que tu fais, de pouvoir te contacter, puis ou quelqu'un qui aimerait peut-être aller vers cette voie-là? Il y en a que ça les interpelle peut-être, qui ont accompagné quelqu'un, puis qui ont, un peu comme toi, la révélation de pouvoir peut-être changer de cap dans leur vie et peut-être faire ça. Est-ce que tu me permets de donner ton lien pour qu'on puisse... Absolument. Le plus qu'on en parle, le mieux c'est. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Je dirais aussi, pour les gens qui sont dans des situations où ils n'ont pas leur famille, ils sont seuls. Oui, parce que ça existe aussi. Là. Ça existe plus qu'on penserait. Si Albatros ne fait pas votre affaire, contactez-moi, on peut s'arranger. Mais je trouve que personne ne devrait mourir seul, à moins qu'ils ne le veulent. Puis personne ne devrait mourir en peur. Donc, on est là pour ça. Apparemment, il y a 3 autres doulas au Québec. Donc... Ah oui! Ben, c'est de faire des recherches, je pense. Mais moi, à tout le moins... moi, je suis en train de faire vraiment une liste de références, vraiment avec des services très particuliers. En fait, peut-être les services qui sont peut-être moins connus, mais des fois d'avoir une liste de références qui est autre que celle qui est remise par les hôpitaux. Oui. Je suis en train d'en faire une, moi, pour remettre à ma propre clientèle. Puis ça va me faire plaisir. Je vais mettre ton nom dessus, Denise, parce que je trouve que bravo pour ce que tu fais. Bravo de ta grandeur d'âme. Je pense que pour faire ce que tu fais, faut écouter. Faut avoir un cœur gros comme ça. Faut accepter, puis en fait, il faut accepter toutes les opinions et tout ce que les gens, comment je pourrais dire ça, mais tout
tout le monde a une vision différente, en fait. Oui. Et c'est de les accompagner là-dedans. Et toi, tu sembles le faire avec brio. Donc, merci de faire ce que tu fais. Puis, ben nous, on va donner tes références assurément. Et je suis persuadée, écoute, avant même le podcast, on me posait des questions sur ce que tu faisais. Fait après, on va sûrement me poser d'autres questions puis avoir ton nom en référence, que ça va me faire vraiment plaisir de donner. Mais à tout le moins, comme je te dis, on va mettre dans les liens ton site web, ta page Facebook et toutes tes coordonnées pour qu'on puisse te contacter si les gens en ont de besoin. Je suis là pour aider. Parfait. Bien, merci beaucoup d'être venu. Puis, belle continuité dans ton travail. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci. Bye bye. Bye.